Je cède maintenant la parole à M. le député de Bourget pour son intervention sur le même principe sur le loi. Monsieur le député de Bourget, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. D'emblée, j'aimerais porter à votre attention la contribution de notre collègue de Taillon qui, à titre de porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et d'accessibilité aux soins, a fait un travail remarquable lors des consultations particulières sur le projet de loi 10. Elle l'a fait avec rigueur et surtout dans le plus grand respect des opinions émises par les 59 groupes qui ont été défendus. Notre collègue a écouté attentivement, elle a échangé et permis par ses interventions toujours judicieuses d'ailleurs, des éclairages nouveaux sur ce projet de loi. Au total, ce sont 90 mémoires qui ont été reçues dans le cadre de ce projet de loi intitulé « Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l'abolition des agences régionales ». Vous le savez, Monsieur le Président, la santé et plus précisément l'accessibilité aux services de santé est une préoccupation majeure pour l'ensemble de la population québécoise, un souci constant pour celles et ceux, environ 25% de la population, qui n'ont pas de médecin de famille. Dans quelques semaines, à la période des fêtes, en famille et entre amis, nous nous souhaiterons bonne santé, un souhait sincère que nous répéterons et qui est certes le plus pertinent de tous les vœux que nous puissions, dans ces circonstances, offrir à nos proches et à nos concitoyennes et nos concitoyens. La santé, c'est aussi une préoccupation au chapitre budgétaire. Lorsqu'on sait que le secteur de la santé et des services sociaux accapare près de 43% du budget de l'État québécois, c'est plus de 30 milliards de dollars sur un budget total de 74 milliards de dollars. Aussi, lorsqu'un gouvernement ou un ministre de la Santé, en l'occurrence, décide de modifier l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, comme le stipule l'article 1 du projet de loi, on s'attend à ce que tout soit mis en place pour améliorer l'accès aux soins, non pour jouer dans les structures et sûrement pas pour abandonner tous les pouvoirs de ce vaste et complexe réseau entre les mains d'un seul individu. Nous savions tous que le député de Lapinière rêvait depuis longtemps d'être ministre de la Santé, mais nous ignorions qu'il voulait être le ministère de la Santé. Monsieur le Président, les grandes réformes sont généralement portées par une vision, par une volonté réelle de répondre aux attentes, voire aux aspirations de la population. En fait, ce projet de loi n'est pas déposé pour les bonnes raisons. Il s'inscrit plutôt dans la foulée des politiques d'austérité du gouvernement libéral, dans un cadre idéologique bien précis. Il ne s'incarne pas dans la définition même de ce qu'est une réforme. Le petit Robert définit une réforme comme étant un changement apporté dans la forme d'une institution afin de l'améliorer, d'en obtenir de meilleurs résultats. En somme, Monsieur le Président, dans une réforme, on additionne, on ne soustrait pas. Nous nous attendions donc à un projet de loi qui favoriserait de meilleurs services, plus d'accessibilité, comme le réclame la population, plus de proximité avec le réseau de la santé et des services sociaux, et bien sûr, plus en phase avec le milieu de la santé et la population. Sur ce point, notre collègue de Taillon a bien résumé la situation en disant, et je la cite, « Ceux qui soignent ou qui accompagnent les usagers, ceux qui protègent et défendent les patients, des spécialistes en gouvernance et en protection de la jeunesse, le milieu communautaire, toutes ces personnes et tous ces groupes
refusent d'adhérer à cette réforme et sont inquiets des conséquences qu'elle aura. Le ministre, a-t-elle dit, doit obtenir l'appui du milieu de la santé et mobiliser le personnel plutôt que de leur imposer une réforme à laquelle ils ne croient pas. » Fin de la citation. Et ce sont d'autres voix éclairées qui ont été parmi les plus virulentes, les plus sévères vis-à-vis de cette réforme des structures telle que proposée par le ministre de la Santé et des Services sociaux. J'en citerai quelques-unes. D'abord, celle de l'ancien ministre libéral de la Santé, M. Claude Castonguay, un ex-collègue de cette Chambre qui n'a pas besoin de présentation. Voici ce qu'il disait le 3 novembre dernier dans une lettre au Premier ministre du Québec au sujet de ce projet de loi, et je le cite. « Selon tous les témoignages, il ne fait aucun doute que le projet va déresponsabiliser et démotiver tous ceux qui, à un titre ou à un autre, travaillent dans des conditions déjà difficiles à offrir des soins et des services dont la population a besoin. Il va aussi écarter des milliers de Québécois et de Québécoises qui apportent leur aide au bon fonctionnement de nos hôpitaux. Enfin, les changements proposés ignorent l'apport considérable et essentiel des organismes communautaires et les aidants naturels auprès des malades chroniques et des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. » Fin de la citation. M. Castonguay, un homme modéré, a aussi mentionné que ce projet de loi est digne des ex-régimes socialistes de l'Europe de l'Est. C'est tout dire, Monsieur le Président. Les propos de M. Castonguay viennent rejoindre ceux de la coalition des tables régionales d'organismes communautaires, plus de 3000 groupes œuvrant majoritairement en santé et en services sociaux, qui se dit sceptique quant aux gains possibles d'une telle réforme et s'inquiète des dérives pouvant en découler. Comme plusieurs, la coalition s'est dite étonnée de découvrir l'ampleur des pouvoirs du ministre advenant l'adoption de ce projet de loi tel que libellé. Une deuxième voix forte, celle de Maître Jean-Pierre Ménard, un avocat spécialisé en droit de la santé, va dans le même sens, celui-ci soulignant dans le Devoir du 29 octobre 2014 que le réseau n'appartient pas au ministre, ajoutant qu'il y a des valeurs et des manières de faire dans ce réseau qui ne correspondent pas à l'approche coup de poing du ministre, et je le cite, « Ça va beaucoup plus loin qu'une simple réforme de structure », a-t-il déclaré. On recule en matière de transparence, d'indépendance du réseau et d'imputabilité. Fin de la citation. Quant à la Fédération des médecins spécialistes, qu'a déjà dirigé le ministre de la Santé, elle a qualifié ce projet de loi d'irrecevable, soulignant qu'un projet de loi est censé améliorer le réseau, non le mettre en péril. Monsieur le Président, au plan local, le conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux Lucille Tisdale, qui couvre une partie importante de la circonscription de Bourget, la mienne, a fait parvenir ses recommandations au ministre. Afin d'assurer la transition souhaitée par le ministre, ce C3S souhaite avant tout que les nouvelles structures puissent maintenir la connaissance du milieu, puissent assurer l'ancrage dans la communauté, un acquis important à conserver. Et le conseil d'administration souligne, et je cite, « le risque d'une perte de points de repère forgeant l'identité, voire le sentiment d'appartenance d'une population envers son établissement de santé et de services sociaux est un enjeu qui nous préoccupe énormément. » Fin de la citation. J'aimerais, Monsieur le Président, donc déposer ce document du conseil d'administration du C3S Lucille Tisdale intitulé « Un C3S bien ancré dans sa communauté, préoccupations et propositions ». Pas de problème, il faut toujours vérifier s'il y a consentement pour le dépôt. Y a-t-il consentement pour le dépôt de ce document? Alors, il y a consentement. Alors, vous pouvez déposer, Monsieur le député, et poursuivre votre intervention sur le principe. Merci.
Merci, Monsieur le Président. Il s'agit là d'une réflexion constructive de la part d'un groupe de personnes qui connaissent les besoins de leur milieu et qui, fort d'une planification stratégique pour les prochaines années, ont bien campé les enjeux pour les 172 000 personnes qu'ils desservent avec dévouement, que ce soit en termes de prévention, d'accessibilité, de qualité des soins et des services ou de soutien à l'autonomie dans un secteur où la population est vieillissante. Monsieur le Président, à titre de porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration et de la Charte de la langue française, vous me permettrez de revenir sur la présentation du mémoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, fondée en 1834 par Lodge Duvernay, qui a siégé dans notre Parlement en 1837. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal œuvre depuis 180 ans à la défense et à la promotion du français. Elle a joué et joue toujours un rôle important dans notre histoire culturelle, sociale et économique, tout comme dans la définition de notre identité nationale. Dans son mémoire intitulé « Pour une société unie et des services à la population efficaces », mettre un terme à la bilinguisation du système de santé au Québec, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal s'est dite inquiète en ce qui a trait au statut des établissements fusionnés, aux conditions d'embauche qui seront en vigueur dans ces établissements et à l'identification des usagers anglophones. En fait, son inquiétude réside dans l'intention du ministre de la Santé d'exiger l'article 65 du projet de loi est clair là-dessus, et je le cite, « Tout établissement doit élaborer un programme d'accès aux services de santé et services sociaux en langue anglaise pour les personnes d'expression anglaise à qui il dispense ces services. » Fin de l'article 65. Nous partageons cette inquiétude que le nouveau cadre de référence proposé par le ministre, notamment avec les fusions d'établissements, soit un véritable outil d'anglicisation du réseau de la santé et des services sociaux. Pour respecter l'esprit de la loi 101, il faudrait donc parler des personnes de langue anglaise maternelle et non des personnes d'expression anglaise. On fait pratiquement de l'anglais la langue par défaut de tout allophone non francisé, ce qui contredit le principe voulant que le français soit la langue commune et la langue des services publics au Québec. Tout comme la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, je considère que la langue française est un de nos principaux vecteurs d'unité et de cohésion sociale. Une avancée majeure a été l'adoption de la loi 101 le 26 août 1977. Dans son article 1er, la Charte de la langue française déclare « Le français, langue officielle du Québec ». L'intention du législateur était claire. Le Québec est une société de langue française et cela doit porter à conséquence. Mais dès son adoption, la loi 101 a été soumise aux aléas des contestations judiciaires qui ont eu des impacts sur la langue de l'État québécois, sur la langue de l'enseignement, la langue du commerce et des affaires et sur la langue de travail. Ces 37 années de contestation judiciaire ont fait leur œuvre, si bien que les dernières statistiques indiquent clairement un recul de la place du français au Québec depuis une quinzaine d'années. Aussi, je vous invite à lire l'étude de l'Institut de recherche en économie contemporaine publiée ce mois-ci, qui démontre comment le gouvernement québécois, en 1986, en institutionnalisant le droit des personnes d'expression anglaise de recevoir leurs services de santé et leurs services sociaux en anglais, a laissé se développer tout un dispositif et des pratiques minant la loi 101. En fait, en laissant à l'usager le choix
le choix de la langue dans laquelle il reçoit ses services, l'État, le nôtre, l'État québécois, ne sert pas l'intégration en français des nouveaux arrivants. Il ne fait que générer l'ambiguïté. On peut donc penser, avec le projet de loi 10, qu'on accentue cette bilinguisation du système de santé, laquelle aura nécessairement un impact sur l'intégration des immigrants. Autrement dit, si ces derniers peuvent recevoir leurs services de santé et leurs services sociaux en anglais, c'est une motivation de moins pour eux d'apprendre la langue officielle de la société d'accueil. Le mémoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et les études sur lesquelles elle s'appuie vient donc rappeler au gouvernement que la Charte de la langue française porte sur l'ensemble de la vie en commun et qu'elle se caractérise par l'élaboration d'un aménagement de droit linguistique qui respecte la minorité historique de la communauté anglo-québécoise. Aussi, alors que la situation exige que le gouvernement se mobilise pour renverser la tendance au déclin du français, dis-je, nous attendons à mieux du ministre de la Santé et des Services sociaux pour renverser la vapeur et respecter l'esprit de la Charte de la langue française, une charte qui s'est inscrite dans l'histoire du Québec moderne comme porteur d'un véritable projet de société. En ce sens, la loi 10, comme toutes les autres lois qui émanent de l'État, doit passer l'épreuve de la Charte de la langue française à l'instar de tous les actes de la vie publique au Québec. Sur ces paroles, Monsieur le Président, j'ai bon espoir que le ministre de la Santé, malgré son apparente insouciance, prendra acte du contenu de tout ce que mes collègues et moi-même ici, aujourd'hui et hier, avons exprimé. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci, M. Tite-Bourgette, de votre intervention sur le principe du projet de loi 10.